Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Et let's go. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec une invitée qui m'avait été recommandée par une précédente invitée, elle-même recommandée par un précédent invité. Il s'agit de Tiffany Le Sueur. Salut Tiffany. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à Aléatoire et à me recevoir dans tes bureaux, dont on va parler d'ici quelques instants. Donc alors, pour les auditeurs et auditrices les plus acharnés, ceux qui ont un tableau Excel des invités et de ceux qu'ils ont recommandés, parce que moi-même je ne fais pas. Vous vous souviendrez peut-être que tu m'avais été recommandé par Clara Griot, donc réalisatrice entre autres de Flame Still Burns, le documentaire sur la scène hardcore parisienne, et elle nous avait dit donc que tu étais programmatrice au Supersonic et ainsi que cofondatrice et programmatrice pour le festival Post in Paris. Elle était également musicienne, on va y revenir, mais donc je te propose qu'on commence par ton activité de programmatrice. Déjà, qu'est-ce qui est venu en premier ? Est-ce que c'est ton rôle au sein du Supersonic ou c'est la création du Post in Paris qui t'a permis d'accéder au Supersonic ? En fait, c'est un peu les deux. Alors, pour rectifier, en fait, au sein du Supersonic, on est plusieurs à faire la programmation. Mm-hmm. Moi, je m'occupe surtout des programmations un peu énervées, on va dire. Donc, tout ce qui va toucher à la programmation qui est sensible au Post in Paris. Donc, et le reste de la programmation va être assuré essentiellement par Aurélien Jobard, qui est notre programmateur principal. Pour ce qui est du Post in Paris, là, pour le coup, moi, je m'occupe de la programmation à 100%. Et en fait, c'est venu parce que on avait une asso de potes. En fait, c'est plutôt une bande de potes de groupes de post-metal, de post-rock de Paris, qui, un beau soir d'été, s'est dit ce serait cool de faire un gros concert dans un parc à Maison-Alfort. Et en fait... on s'est dit, vas-y, on fait quoi ? On a besoin de groupes, on invite des copains. On s'est retrouvés avec 6 ou 7 groupes et en fait, c'était super. Et on s'est dit, vas-y, on programme ça tous les ans, on fait ça ailleurs. Et les premières éditions, c'était au Bus Palladium. Donc là, c'était un peu... c'était fait avec des bouts de ficelle, mais ça marchait très bien. Et quand je vois la charge de travail maintenant qui est le Post in Paris, je me dis, c'était tellement plus simple à l'époque avec les groupes locaux. Mais ça avait ambition de grandir. Et du coup, le Post, on est resté sur cette formule-là pendant 5 éditions, 4 éditions. Et l'année dernière, mes collaborateurs avec qui j'avais organisé le Post ont décidé de poursuivre d'autres voies, les groupes, la famille, les machins. Donc en fait, moi, je voulais vraiment pousser le fest. Donc j'ai rapatrié le Post in Paris sur Take Me Out, qui est notre boîte de production. Et en fait, moi, cette année, je suis passé booker. Donc j'ai entre autres pas quitté le Supersonic, mais je m'occupe plus de créer un roster pour Take Me Out, qui va être le mien et qui va être sensible aussi au Post. Et du coup, j'ai récupéré le Post in Paris sur Take Me Out, ce qui me permet de financer, de demander des demandes de subventions. C'est beaucoup plus professionnel. Donc, c'est une autre façon de faire grandir le festival. Et comment c'est venu en fait, pour l'équipe du Supersonic, le post-rock, c'est quelque chose qui est inécoutable. Parce que en fait, c'est une musique globalement dans l'équipe où ils sont pas sensibles à ça. Et j'ai eu des remarques en disant c'est de la musique de MacBook qui s'allume. Voilà. Et c'était un peu c'était toujours en mode genre Tiff a fait ses trucs de son côté, donc on a monté le festival et en fait ils se sont mis dedans parce qu'ils bossent aussi maintenant pour le festival en étant sur Take Me Out. Et en fait l'asso avec laquelle j'ai monté le Supersonic s'appelait Jam Sono, donc Aurélien et moi et d'autres personnes de l'asso avions une petite salle à Belleville
On est resté 2 ans là-bas et c'était la même formule que Supersonic, donc c'était 3 concerts par soir. D'accord. Et en fait, au bout de 2 ans, on était dans une cave, on était régi par des tenanciers de bar, ça se passait pas bien. Et en fait, on a toujours voulu récupérer le Supersonic qui s'appelait l'OPA à la base. Et on avait des idées de grandeur là-dedans. On s'est dit, putain, si on change la salle, on met le bar à la place de la mezzanine. Enfin bref, on avait plein d'idées. Et en fait, quand l'OPA a été racheté, Aurélien a sauté dessus, il s'est mis en programmateur. Et au fur et à mesure des années, c'est devenu vraiment notre maison. On travaille tous là-bas. C'est le projet d'une vie, en fait, le Supersonic. Il y a tellement de choses à faire. Et on commence à voir vraiment le fruit de notre travail, donc parce qu'à l'international maintenant tout le monde nous parle du Supersonic, donc ça c'est cool, on a pas mal de liens avec d'autres salles aussi en Angleterre, d'autres groupes, donc ça commence à prendre et donc là ça va faire notre 8e année qu'on a créé le Supersonic. Que le Supersonic existe. Je savais pas que tu faisais partie de l'équipe fondatrice du Supersonic. Alors du coup, plein de petites de questions. Mais alors déjà, vu qu'on aborde plein de styles de musique différents dans Aléatoire, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le post-rock ? Ouais, alors c'est difficile à expliquer. Autre que un bruit de MacBook qui s'allume. Le post-rock, pour moi, c'est de la musique contemplative, cinématographique, on peut dire. Pour moi, c'est l'équivalent de la musique classique au rock, en fait. C'est quelque chose... c'est la bande-son d'une vie. Enfin, moi, je vois ça vraiment comme ça. Et ça a accompagné... c'est pour ça que c'est autant utilisé dans les films aussi. Et voilà, c'est des moments qui... Rien n'est vraiment écrit, ça te prend, surtout en live. Et moi, j'ai vu des concerts de post-rock qui ont changé ma vie. Je pensais à Explosion in the Sky, que je revois du coup dans 2 jours, et qui a été pour moi la révélation totale sur ce style-là. Et ça fait monter, ça fait bouillir tout ce que tu as à l'intérieur. Et je trouve que c'est un type de musique qui j'ai pas retrouvé ça ailleurs sur cette musique là. Donc après voilà, il y a les termes un peu spécifiques musicales, on peut dire, pour le post-rock, mais pour moi c'est de la musique majoritairement instrumentale ou avec des paroles parlées, du spoken word, des incrustations de films ou quoi que ce soit, de documentaires même, et voilà, pour moi c'est de la musique sentimentale en elle-même, quoi. Ok, et comment du coup tu as développé ce rapport à cette musique? Comment tu l'as découverte? Quel était ton rapport à la musique avant de découvrir le post-rock? Quel groupe t'a fait découvrir le post-rock? Comment tu t'es immergé dedans? En fait, je pense qu'on a tous écouté du post-rock sans vraiment le savoir. Et en fait, ma révélation, ça a été vraiment un concert qu'on avait organisé au Buzz, donc qui était notre précédente salle. Et Aurélien avait booké ça bien avant que je m'y intéresse, et c'était un concert d'un groupe qui s'appelait Grim Lake, qui est le projet de Mathieu. Et en fait, j'ai vu ça en live et je me suis dit, ok, là, je viens de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et je suis sortie de ce concert complètement bouleversée. Alors, c'était vraiment un tout petit truc devant 30 personnes. Et j'ai commencé à vraiment me renseigner sur le sujet, et j'ai dit, ok. Donc, en fait, je pense que c'est comme un coup de foudre amoureux. En fait, on se dit, ok, je sais ce que je veux dans la vie. Et pour moi, le post-rock, c'était une évidence que ça soit important musicalement, comme le shoegaze l'est aussi. Et après, je me suis renseignée sur plein de groupes, et après, j'ai découvert qu'il y avait un groupe que j'adore, qui est un de mes préférés maintenant, qui s'appelle Caspian. Et pour moi, ils ont cristallisé vraiment tout le style que j'aime. Et là, c'était quand je les ai vus en live, j'ai fait ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux développer. Et c'est comme c'est une niche aussi, j'ai trouvé ça intéressant de se mettre dans cette niche là et de développer tous ces petits groupes qui sont gros dans leur niche, mais tout petits dans tout le reste musical qui existe dans le monde, quoi. Donc mais donc t'as découvert ça alors que t'avais déjà une activité de programmatrice, c'est ça? Ouais. Et alors, avant le post-rock, c'était quoi plutôt tes amours musicaux, et quelles sont les musiques qui t'ont poussé à devenir programmatrice? Après, j'ai vu que j'écoutais pas mal de choses déjà adolescente, qui étaient plutôt vers le milieu punk rock. Moi, j'ai beaucoup traîné avec les scènes un peu punk rock françaises, que ce soit tout ce qui va être toute la Guérilla Assaut, tout ça, c'est un peu mes premiers
mes premières sorties. Et après, j'ai plongé complètement dans le côté scrimo, emo de la musique. Et ça a été... Je pense que le post-hardcore, ça a été aussi une grosse révélation. Et du coup, ce qui a découlé sur le post-rock, sur un côté un peu plus posé. Et après, voilà, quand j'étais ado, j'ai découvert un groupe que j'adorais, qui ne rentre dans aucune case de ce que je viens de te dire. C'était un groupe de rock alternatif américain qui s'appelle Killana. Et en fait, grâce à ce groupe-là, je les ai contactés via MySpace à l'époque, en 2015. Et je leur ai dit, ouais, j'adore votre musique, mais mes parents, ils veulent pas utiliser la carte bleue sur Internet. Donc, du coup, est-ce qu'il y a moyen d'acheter votre musique autre part que aux États-Unis? Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était très compliqué d'avoir des disques, je sais pas si tu te souviens, mais genre, pour avoir un disque de groupe qui n'était pas distribué en France, c'était un enfer. Ouais, c'était un peu la galère. 2015, tu dis? Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'à cette période, Non, déjà... pas 2015, 2005. Okay, pardon, ouais. 2005. Ouais. Ouais. Parce que 2005, je pense que 2005, on avait déjà Deezer et Spotify. 2005. Et en fait, ils m'ont répondu et ils m'ont dit mais tu viens de France, machin, on va donne-nous ton adresse. Et du coup, ils m'ont envoyé des scuds gratos. Ok. Et en fait, on a continué à correspondre et on est devenus copains. Et après, moi, j'ai monté la fan team, on va dire, le site internet, le blog, le machin, le forum. Okay. Et j'avais 14 ans, quoi, donc c'était trop bien de faire ça. J'ai appris à coder un site internet juste pour faire ça. Et j'ai rencontré Aurélien sur ce forum, donc le programmateur du Supersonic. Donc ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a vraiment les mêmes amours musicales en fait. Et en fait, je suis devenu pote avec ce groupe-là. Je les ai rencontrés une première fois. Je suis parti en tournée aux États-Unis, en Angleterre avec eux. Ah ouais. Donc là, ça a été vraiment, en fait, ça a été c'est ça qui a fait le déclic. En tant que tour manageuse, en tant que... au début, j'étais en tant que plante verte. La première tournée, parce que j'avais 18 ans. Je suis partie sans dire à mes parents où j'allais. Voilà. Donc, ne faites pas ça. Et du coup, au début, je ne servais pas à grand-chose. Je regardais. Et puis, je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que j'aide. Donc, j'ai aidé à faire tout et n'importe quoi, le merch, machin. Et les fois où je suis partie après en tournée avec eux, j'étais assistante tourman. Donc là, pour le coup, j'avais un peu plus les mains dedans. Et entre-temps, j'étais aussi à l'école, parce que j'étais quand même dans mes études. Je faisais des études de bio en plus. Et quand j'étais en tournée, j'étais avec mes cahiers, mes machins. Je révisais dans le bus. et quand j'ai fini mes études, j'ai dit en mode genre, ok, c'est ça que je veux faire. D'accord, ok. J'ai fait des études de bio pour rien, c'est ça que je veux faire. Je veux bosser dans la musique, c'est la seule chose qui m'anime. Et j'ai fait ça par sécurité, on va dire. Et j'ai bossé 1 an en labo, j'ai détesté. J'ai vraiment détesté le pire moment de ma vie. Et après, Aurélien, on était parti voir A Place to Bury Stranger aux cuisines HL un soir dans la voiture. Il me dit je vais commencer à faire des concerts. Tu veux être sur le projet. Et voilà, c'était vraiment un truc. Et ça a commencé comme ça. Donc, du coup, 2 questions. Donc, tu as un parcours qui est 100% autodidacte, quoi. Donc, tu n'as fait aucune école, formation, musicologie, médiation culturelle. J'ai repris les études quand on a commencé le buzz, du coup. Parce qu'en fait, moi, j'avais vu beaucoup de tout ce qui était le marché américain et anglais, parce que j'étais avec Killana. Et je me suis dit, il y a 2 choix. Soit je reste aux États-Unis, je me marie avec ma meilleure pote de là-bas pour avoir le visa et je bosse aux États-Unis. Soit je rentre en France et j'essaie de faire un truc en France. J'essaie de développer ce milieu-là en France à la petite échelle que je peux le développer. Et donc, c'est la deuxième solution qui a été retenue. Et du coup, j'ai fait 2 ans de formation à l'Institut des métiers de la musique à Paris. Et là, c'était une formation de administration, production, management, communication de l'industrie musicale. Donc, tout ce qui va être... autant la production de disques que le live, que l'édition. Donc ça, c'était hyper intéressant. Ça m'a donné un peu toutes les bases de tout ce que je fais maintenant. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant les 2 ans, on était au buzz. Et donc c'était top. On rencontrait des acteurs de la musique. Mais par contre, je me rappellerai toujours que le premier jour de cours, le directeur nous a dit « Vous êtes 10 dans la classe, il y en a
un ou deux qui vont bosser dans la musique et ça sera pas grâce à nous. Du coup, t'es en mode genre ok, bon, la pression directe, et en fait c'est exactement ce qui s'est passé parce que il faut développer son réseau dès le début, quoi. Donc ce qui malgré tout est assez vrai, ouais. Donc, et alors tu te souviens du tout premier concert que vous avez organisé au Buzz avec ton acolyte, genre quel groupe c'était, comment ça s'est passé, dans quel état t'étais? Alors le premier concert que il y en avait beaucoup, mais le premier concert qui m'a marqué, c'était un groupe de potes qui s'appelle War in the Bed, qui était un groupe un peu à la Falls, et Staircase Paradox, et qui était un truc d'indie. Et c'était ces genres de personnes, c'est vraiment eux qui ont symbolisé un peu toutes nos années au Buzz, toute cette sphère qu'on s'est créée. Et ouais, pour moi, c'est le premier souvenir de concert que j'ai au Buzz. Ouais. Et alors avec Take Me Out Prod, en tout cas sur la page Instagram, il est indiqué donc que vous faites de la prod de concerts et de festivals, donc notamment le Post in Paris en ce qui te concerne, et aussi des tournées. Et vu que c'est là que tu as commencé, ça t'arrive encore de repartir sur la route avec un groupe en tant que tour manageuse Après, c'est un métier différent, tourman, mais c'est pour ça aussi que j'avais envie aussi de changer un peu de poste, parce que moi je suis restée au Sonic donc pendant les 8 ans, j'étais principalement à la communication, au graphisme, je faisais de la prod, de la prog, j'ai fait un peu tout, et là j'avais envie un peu de changer, de réapprendre des choses en fait, et de repartir sur la route. En fait, le contact avec le vrai contact avec les groupes, avec les salles, avec les orgas, c'est quelque chose qui me manquait énormément. Et c'est pour ça que cette année, j'ai fait part de mon souhait d'intégrer Take Me Out et de tout rebattre les cartes, on va dire. Et ouais, c'est ça qui me manquait. Et en fait, le fait aussi mon copain habite en Bretagne, et là, c'est vrai que depuis 2 ans, moi, c'est un gros fan de musique aussi. Et du coup, on va avoir plein de concerts, je rencontre plein d'orgas. Et en fait, je trouve ça trop bien, de vraiment aller voir ce qui se passe en dehors de Paris, parce que nous, on a un peu toujours le nez dedans, surtout les Parisiens. Donc voilà, il se passe d'autres choses, et il faut encourager ces choses-là, parce que ces choses-là sont très, très fragiles au final. Ah, mais déjà qu'ils ont du mal à aller voir ce qui se passe en banlieue, si tu leur dis plus loin que... Ouais, mais c'est des scènes locales, comme on en parlait tout à l'heure en off, tout ce qui se passe avec Frozen, tout ça, je trouve ça génial. Ouais. Ah, de fou, carrément. Et en fait, c'est ce genre d'initiative qu'il faut soutenir dans cette scène-là. Totalement. Et t'as aussi une activité de musicienne, un peu. Alors, t'es DJ aux soirées Rock My. Ouais. Et surtout, t'es bassiste dans le groupe Triste Ambiance avec Clara. En fait, ce qui est rigolo en plus avec Triste Ambiance, c'est que j'enregistre l'épisode avec Clara, je crois que c'était un samedi ou un vendredi, et genre 3 jours après, vous annoncez votre première date pour la fête de la musique, et on n'avait pas du tout abordé ce sujet de tout l'épisode. Je me dis, mais au moment où je lui demande s'il y a d'autres choses dont il faut parler dans sa présentation, c'est de ça qu'il faut... pourquoi elle n'en a pas parlé? En même temps, je me suis dit, t'aurais pu poser la question. Et donc, c'est ton premier groupe, Triste Ambiance? Ouais, c'est mon premier groupe, ouais. Et du coup, tu t'es mis à la basse récemment, parce que après toutes ces années à programmer des groupes, accompagner des groupes, tu t'es dit, j'aimerais bien voir aussi ce que ça fait du côté de la scène, ou ça faisait un moment que tu jouais de la basse, et juste, t'avais jamais eu l'opportunité de trouver un groupe? Il y a un peu des deux. J'avoue que en étant, alors je suis vraiment bassiste autodidacte. Ça fait 2-3 ans que je me suis vraiment mis à jouer de la basse. Mais c'était un instrument qui m'intéressait parce que en tant que grande fan de Joy Division et des Cure, Simon Gallup et Peter Hook, c'est un peu mes dieux vivants, quoi. Et musicalement, c'est ce que j'adore. C'est pour ça que j'ai aussi un son très post-punk dans Triste Ambiance. Bon, il n'y a rien à écouter pour le moment, ça varie. Mais c'est vrai qu'on a un style un peu particulier parce que on fait pas du hardcore, on a un truc, on n'arrive même pas à définir ce qu'on fait. Et en fait, oui, c'est ça, c'est que en fait, le groupe s'est créé parce qu'en fait, si c'était une impulsion avec d'autres gens, on s'est dit, ce serait bien de faire un groupe avec des meufs qui débutent, parce qu'en fait, jouer de la basse tout seul, c'est chiant. Ouais. Et au final, on a créé ça. Après, pareil, il y a un truc qui s'appelle Salut les Iquettes. Ouais. Qui est super cool pour vraiment décomplexer les meufs
dans l'apprentissage d'un instrument. Mhm. Et on avait posé une annonce. Donc le groupe a été créé au début avec Eva, qui est notre guitariste. Et on a posé une annonce. On avait posé des annonces et pour trouver une chanteuse, batteuse, machin. Et en fait, on a été à un concert de Tromblon à la Pointe-Lafayette avec Clara, du coup. Et à chaque fois, avec Eva, on se disait, mais ça serait bien que Clara, elle se mette à la guitare. Parce que elle a un passé de musical, parce qu'elle a fait du violoncelle et tout ça. Et à chaque fois, elle disait, non, ça me fait chier d'apprendre la guitare, machin. Et en fait, au concert de Tromblon, elle a pris le micro, elle a gueulé, genre, tout ce qu'elle avait, genre, elle connaissait toutes les paroles, et on s'est regardé avec Eva, on fait, bah, elle est là, notre chanteuse. Elle était juste devant notre nez. Et du coup, on lui a dit, bah vas-y, on teste. Elle a pris des cours de scrim et tout ça. Donc elle s'est vachement améliorée. Parce que ça fait 1 an et demi que le groupe existe maintenant. Et après, on a trouvé Lucille, qui est notre batteuse, du coup, via Salut les étiquettes, qui s'est mis dans le projet en n'ayant jamais écouté de tout ce qu'on écoute nous. Donc elle est plus dans le côté un peu indie garage de la scène. Et en fait, voilà, on s'est dit genre en mode on va se retrouver avec plein de gens qui ont des groupes absolument incroyables, mais nous on arrive, on sait pas jouer, on apprend à composer. Et en fait, on s'est dit, en fait, on s'en fout, on le fait pour le kiff. Et à la fête de la musique, c'était improbable parce qu'on est tous vegan dans le groupe et on a joué devant une boucherie pour la fête de la musique. Donc et voilà, il y avait 150 personnes, les 150 potes, et on était en mode genre oh là là, la pression. Et là, on rejoue dans 2 semaines. À l'international, pour le coup, avec nos copains de Intenables. Et du coup, ton rôle de DJ aux soirées Rockmail, comment ça a commencé? Qu'est-ce que c'est déjà les soirées Rockmail? Et puis comment t'es arrivé à ce poste? Alors, le côté DJ, c'est pareil que tout ce qu'on a fait au Supersonic, c'est-à-dire qu'au début, le Supersonic, on avait un côté concert et un côté club. Sauf que le côté club, c'était tout des trucs de rap ou d'électro. Parce qu'il y a une scène, nous, on n'est pas trop sensible, on sait pas trop comment le travailler. Donc, on avait un programmateur nuit et nous, à la programmation concert. Et puis, un jour, le programmateur nuit est parti, un peu à la va-vite. Mais ça fait un moment, non? Parce que oui, ça fait... Moi, quand j'ai commencé à fréquenter le Supersonic, c'est-à-dire il y a 6-7 ans déjà, toutes les soirées club, c'était déjà des soirées assez orientées rock, danser sur de la new wave, sur des sons des années 90, 80, Britpop. On a fait le switch a été fait début 2017, si je me rappelle bien. Et du coup, on s'est retrouvés à devoir programmer de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait quand la nuit? On fait quoi? On fait du rock? On va faire du rock parce que c'est la seule chose qu'on sait faire. Donc du coup, on s'est dit, on n'a pas de DJ pour le moment. On en avait quelques-uns qui venaient de temps en temps. Et nous, on a appris sur le tard à mixer, quoi. Et après, du coup, moi, j'ai mixé aussi pas mal de fois au Supersonic les dernières années. Surtout sur les soirées, ce qu'on appelle le teen spirit. Donc ça va être punk rock, pop. Après, je fais des trucs aussi bien dégueulasses, genre 90 pop, bien honteuse, tu vois. Mais moi, j'adore. C'est vraiment trop marrant à faire. Et la Rockmail, ça arrivait cette année parce que du coup l'équipe de Opus cherchait un peu de renouveau dans leur DJ. Et moi j'ai fait un test là-bas, ça s'est super bien passé. Puis maintenant je suis résidente là-bas depuis avril. Et c'est trop bien. Franchement, c'est le seul endroit à Paris où je peux mettre des trucs genre où les gens se tapent dessus à 3h du matin. Et c'est une super ambiance. Donc voilà. C'est au Sullivan, c'est ça? C'est au Sullivan à Blanche, pardon. À Blanche, juste à Pigalle, Blanche. Qui est aussi une salle de concert, du coup. Très bien. Et alors, j'avais une dernière question sur ta présentation, sur ton pseudonyme Insta, qui combine senior site et maladie d'un chat, maladie féline. Donc, Dark Typhus, tu nous expliques? Alors, en fait, ça remonte du coup à mes études en bio. Et en fait, ça fait sens. Voilà. Et en fait, j'avais une prof de microbio que j'adorais, qui un jour m'a dit, à l'époque, elle était à Donf dans NCIS. Et en fait, j'avais un peu, le côté un peu, rock, goth. Je suis habillée tout en noir, machin. Et en fait, elle me comparait souvent à Abby dans NCIS. Voilà, c'était une petite vieille, elle était trop marrante.
Et en fait, elle me dit, toi, t'es vraiment dark. Et genre, voilà, c'est resté comme ça. Et puis après, nous, on avait un peu des surnoms. Et genre, tout le monde à l'école m'appelait Typhus. Donc, Ok. c'était Dark Typhus. Et du coup, c'est D'accord. resté, c'est vraiment un truc à l'ancienne. Et je me suis dit, en fait, ça me correspond bien. Donc, je vais les garder. Ça aurait pu être un pseudo MSN ou Skyblog à l'époque encore, bah tu vois. ouais, totalement. Ouais. Mais donc aucun lien avec le Seigneur Noir des sites. Non, non. Parce que pour le coup, Dark Typhus, ça sonne très 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 Ouais, de ouf, ouais. très très site. Bah écoute Tiffany, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter à ta présentation. Bah écoute, Donc, je si pense on que j'ai passe fait un peu le tour. Hein. aux questions de la boîte. Et donc la première question sera: que penses-tu de la manière dont tu as été élevé? Waouh, on rentre direct dans le vif. Direct, Dans le vif. allez. En plus, t'es sur un divan, donc si tu veux Ça t'allonger. dénonce les parents direct. La façon dont j'ai été élevée, je pense que j'ai pris beaucoup. Alors, on va pas essayer de faire trop deep non plus, mais j'ai pris beaucoup du côté de mon père qui est très indépendant. Mhm. Genre, vraiment, il m'a toujours, depuis que je suis gamine, il m'a toujours dit bah, tu veux faire un truc, tu le fais, là, tu te débrouilles, machin. ouais. Et en fait, je pense que ça a été un gros impact dans ma vie pour ça. Et lui, pareil, est fan de musique. Mhm. On a fait mes premiers concerts, je les ai fait avec lui. Ok. J'ai vu des trucs vraiment chouettes. Mon père, il est plus du côté New Wave, donc il adore Depeche Mode, U2, Mhm. machin, les trucs de vieux des années 80. Mais il adore Joy Division aussi. Et d'ailleurs, on a regardé un live de Joy Division à Noël l'année dernière. Ok. J'étais en mode genre. On peut pas faire plus glauque là. c'est une drôle d'ambiance. Et ouais, j'ai été élevée de façon. J'étais un enfant très indépendant, très dans son coin, à faire ses petits trucs. Voilà, je voulais faire chier personne et être indépendante. Et que personne te fasse chier. Ouais, c'est ça. Mais voilà, un peu le Mowgli du rock, tu vois. Et tu te souviens du coup du tout premier concert que t'as fait avec lui? Ouais, j'ai fait U2 en 1997. Ok. À Bercy. À Bercy. Et tu te souviens du premier concert que t'as fait sans tes parents justement? Ouais. Seul? Où tu y allais J'ai fait Good Charlotte en 2003. Ouf. Ok. Au Zénith. Au Zénith, ouais. En fait, j'avais des potes à l'époque qui allaient voir plein de concerts, qui étaient plus âgés que moi et qui m'emmenaient en soum soum au concert. D'accord. Donc à cette époque-là, j'ai vu des trucs de fou. Enfin, 2003, c'était une année incroyable. Du genre, t'as vu quoi d'un peu historique, un peu Bah, j'ai vu tous les trucs de l'époque, genre parce que c'était les trucs basiques, mais genre j'ai vu toutes les tournées de Blink de cette époque-là, de Linkin Park, Coup de Charlotte. On était très punk rock au final, Sum 41, mais en fait c'était vraiment la période où les albums incroyables sont sortis en fait. Genre, j'ai vu American Idiot de Green Day pour cette tournée-là. T'as vu la tournée Bullet in a Bible Ouais. Et donc voilà, c'était mes premiers souvenirs, mais j'avais 13 ans quoi. Ok. Et après c'était les concerts à la MJC de Chatou. Parce que tu viens de région parisienne, ouais, tu je viens viens de Chatou. Bon, on va parler musique et peut-être ça va être aussi. On va continuer à parler de musique. Quel titre de chanson résumerait ta vie? C'est la question que personne ne veut répondre. Ah ouais, c'est la question que les gens n'aiment pas trop. Hein. Je pense que ce serait un morceau de Kilana. Parce que c'est un peu ce groupe-là qui a un peu déclenché tout dans ma vie. Et le morceau s'appelle Raise the Dream. Et en fait, il parle vraiment de continuer à pousser son projet de vie, de vivre de sa passion et de s'entourer de gens. Et en fait, ça pour moi, c'est un peu le projet qui résume le plus ma vie. D'ailleurs, j'ai cette chanson tatouée sur moi. C'est mon premier tatou. Donc je pense que si je devais résumer, ça serait ça. C'est plus le groupe que j'écoute le plus souvent. Je l'écoute maintenant vraiment plutôt en côté cœur. Mais quand t'as besoin de musique un peu refuge, un peu clairement. Un peu doudou, peut-être. Y a-t-il un point commun à tes amis? Ils écoutent tous de la très bonne musique. Et toi? Oui, je suis leur ami. Non, je sais pas comment le dire. Ils sont
tous... Non, en vrai, ils sont tous très différents les uns des autres. Tu vois, j'ai aussi bien des potes qui sont dans la musique, qui essayent de vivre de leur musique et qui font tout ce qui est possible, que des potes qui ont des tafs beaucoup plus rangés, dirons-nous, ou des potes beaucoup plus carriéristes dans un sens un peu capitaliste du terme. Mais s'il y a un truc qui les définit, c'est que, qu'ils ont en commun, c'est que si j'ai besoin d'eux, c'est fou à quel point ils sont là pour moi. Ouais, c'est important. Et ils sont nombreux à être à répondre présent quand j'ai besoin d'eux. Donc ouais, je dirais ça. Et sinon, c'est tous des gens qui sont au moins passionnés par un truc. Ouais, c'est important. Ouais, il y a ce côté passion en fait qui est, je pense, un peu important pour moi. Quelle que soit la passion, c'est ce côté passionné par un truc qui m'attire vers les gens. Ouais, c'est un peu pareil. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire? Je dors trop. Ah ouais? Ouais, franchement, j'adore dormir. Dormir, c'est ma deuxième passion, je pense. Après la musique. Ouais. Je crois que c'est une bonne passion. C'était la deuxième passion de Kurt Cobain aussi. Donc, petit disclaimer, je déteste Nirvana. Ah bon? Pourquoi? Parce que pour moi, Nirvana, c'est la mauvaise cuite que tu as eue à l'adolescence. Tu vois? Pour moi, non, je vois pas, non. Nirvana, c'est le Passoa de ma vie. Ou la Manzanita, tu vois. Ok, d'accord. Je peux plus l'écouter. Ah oui, tu peux plus, c'est parce que t'as trop écouté pendant... Ouais, c'est ça, genre, et tout le monde me faisait chier parce que j'étais dans un collège où personne n'écoutait du rock et tout le monde était en mode genre, ouais, mais t'adores Nirvana. Et genre, me fait chier que Nirvana. Oui, ok, je vois. Et en fait, c'est un running gag avec tous mes potes. Ok. Genre, franchement, ils m'ont acheté des t-shirts de Nirvana pour mon anniversaire. Mais donc, t'adores... Mais du coup, ouais. T'adores dormir, mais... Je partage ça avec Kurt Cobain, dormir. Mais tu le fais ou c'est juste quelque chose que t'aimes faire? Parce que de ce que tu me dis de ton train de vie, je vois pas tellement les moments où tu dors. C'est un but dans ma vie. Okay. C'est pas actif, mais genre, c'est vrai que des fois, en fait, quand j'enchaîne les concerts, le taf, les DJ sets, les potes, les répètes, machin, le dimanche, je m'écroule, il n'y a plus personne. Et alors, ce que tu préfères, c'est les grosses nuits ou les grosses siestes? Non, les grosses nuits. Les grosses nuits. Quand tu te dis, tu mets pas de réveil. Et là, tu tunnels de 14h. Incroyable. Plaisir. Après, est-ce que c'est vraiment une mauvaise habitude? Je sais pas. Tout le monde me... Enfin, je sais pas. Genre, en soi. Ouais. Est-ce que c'est normal, peut-être? Ça, c'est une autre question. Mais en soi, c'est du repos. Donc, c'est plutôt une bonne habitude. Ouais, mais je sais pas. Des fois, mes potes, je leur dis, ah non, mais là, je reste dormir ce soir. Et ils sont en mode genre, oh non, aussi, faut que je dorme. Mais quand même, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne habitude. C'est juste que tu as du mal à la conjuguer. Alors, je ne sais pas si tu joues, on n'a pas du tout abordé ce sujet, mais si tu joues, quel est le jeu vidéo auquel tu as le plus joué? Alors, mon expérience de jeu vidéo s'arrête à Crash Bandicoot. Je pense quand j'avais 7 ans. C'est effectivement il y a un certain temps. Non, Crash Bandicoot sur la PlayStation 1. Pas du tout gameuse. En fait, c'est typiquement le truc où j'ai pas voulu me mettre dedans parce que je me suis dit si je me mets dedans, c'est fini pour moi. Ok, je vois très bien. Tu sens que tu as un attrait pour cette chose, mais que... en fait, c'est ça. Si tu mets le pied dedans, bah... Finir comme Bart Berzinro. Pourquoi? Parce qu'il Twitch quand il joue maintenant. Ah ouais? Ok, je savais pas. J'ai découvert une nouvelle passion là-dessus. Bart, c'est le chanteur? Ouais. Ok. Il a une chaîne Twitch. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné? Et ben, je pense que c'est Matt, du coup, de Kilana, qui m'a donné un conseil, plutôt une façon de penser quand j'étais ado, ado, jeune adulte. Il m'a dit fais les choses avec passion, patience et gentillesse. Ok. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté avec moi un peu toute ma vie. C'est un peu mon motto. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait pu me donner. D'accord. Passion, patience et gentillesse. Ouais. C'est bien, j'ai mon titre d'épisode. Parfait. En anglais, hein. C'était... Patience and kindness. Ouais, exactement. Si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans le corps ou l'esprit de tes 30 ans, que choisirais-tu? Je pense que l'esprit, je vais sûrement le garder jusqu'à 80 ans. Mais le corps, oui, avec peut-être quelques modifications parce que je me suis un peu fracassé les jambes dans les pogos dernièrement et genre je boite comme une grosse pirate là. Mais non, je pense que je garderai le corps parce que l'esprit, je pense que je le garderai. Ouais. Et en plus,
le fait d'être dans un milieu assez festif, jeune, qui bouge, passionné, c'est quelque chose. Des fois, je me sens un peu en décalage avec. Parce que là, pour le coup, j'ai 33 ans. Et je me sens un peu en décalage avec certains de mes anciens amis qui, pour le coup, sont en mode la priorité, c'est de faire des enfants, acheter une maison. Ouais, Moi, c'est ouais, pas ouais. du tout comme ça, je vois. J'aime bien remettre ma vie en question tous les 2-3 ans. Donc, je pense que, ouais, garder le corps et me faire réparer les genoux. Pareil. Non, mais c'est marrant. J'ai exactement la même réponse et et le même raisonnement derrière cette question. Et ça t'est encore jamais arrivé d'avoir un moment vieux con, vieille icône, en découvrant de nouveaux artistes, en te disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi les jeunes écoutent ça? Ah si. Si, Mais quand de même. plus en plus, et c'est ça qui me fait peur. Parce que là, tu vois, Sonic, on est dans le bureau avec tout, il y a toute la com. Mhm. Et en fait, on a deux personnes qui nous ont rejoints, qui ont entre 20 ans et 22 ans. Mhm. Pour le coup, ils écoutent vraiment la même chose que nous au niveau des anciens groupes, mais ils écoutent des Ouais. nouveaux trucs, genre les trucs d'hyper pop et tout. Et moi, Ouais. je suis en mode genre, je suis perdu. Ok. Je suis perdu dans ce milieu-là, je comprends pas. Je comprends pas. Et même, genre, le public au Supersonic se renouvelle. Mhm. Et des fois, ils écoutent des trucs ultra vieux, ils adorent, et il y a des trucs qu'ils écoutent et que moi je comprends pas parce que il y a un gap générationnel maintenant qui est en train vraiment de 10 ans qui est en train de se créer sur certains styles de Ouais. musique. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste qu'on n'a pas les codes. Mhm. Et puis je pense que les réseaux ont vachement changé ça aussi. Tous les réseaux, les nouveaux réseaux Ouais, qui font que bien la sûr. musique doit aller plus vite, trop vite. Et ça t'est déjà. Oui, j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Clara nous avait parlé de son rapport à PNL, comme ça, Ouais. de découvrir des trucs où tu disais qu'est-ce que c'est que cette merde, comment les gens écoutent ça, et en fait revenir en disant ah ouais, non, en fait c'est trop bien. Bah après, il y a des trucs de pop qui m'ont un peu surpris. Je me suis un peu laissé aller. Genre, tu vois, tout ce qui. Les projets comme Billie Eilish, que je Mhm. suis un peu depuis le début et tout. Et je trouve que c'est. Après, c'est des grosses machines, hein, mais genre. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a des groupes aussi que je suis qui sont plus dans le côté indépendant. Mais tu vois, là, je vais commencer à bosser avec un groupe qui s'appelle The Daus Dead Callboy. Mhm. Et qui sont. C'est un mélange entre Hunter Shikari, les Klaxons, Ok, des wow. trucs. Après, des trucs de metalcore. Et genre, c'est incompréhensible. La première fois que j'ai écouté ça, je sais même pas si j'aime. Ok. Mais en fait, je me dis, en fait, en live, ça peut être incroyable. Et je pense qu'il y a des groupes comme ça, déjà 10 ans avant, on savait pas trop quoi en penser. Maintenant, on Mhm. adore. Genre, tout ce que Bryme et The Horizon sont en train de faire maintenant, à briser les codes, je trouve ça Ouais. génial. Donc, mais ouais, je suis pas encore une boomer, ça va. Penses-tu être une bonne amie? Bah, je sais pas, tu poseras la question à Clara Griot. Ça marche. Ouais, sauf le côté où j'ai un peu tendance à me mettre dans ma coquille et à oublier le monde, mais j'essaie d'être là pour mes amis, ouais. Si tu pouvais poser une question à un habitant ou une habitante du monde du futur, laquelle serait-ce? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y a un moment où ça a basculé et parce que je suis pas très optimiste sur l'avenir, on va dire, de notre planète. Et j'aimerais bien savoir est-ce qu'on était destiné à autodétruire notre monde Mhm. et est-ce qu'il y avait un moyen de l'éviter? Ouais. Ok. Je sais pas, ça m'intéresse. Mais donc, ça sous-entend que la destruction sera arrivée. Si tu poses cette question. Ouais, Donc, enfin je vois a ça. priori, il n'y a plus personne. Donc, à qui tu poses la question? Et ben, je sais pas, des gens qui sont partis dans une autre dimension, je sais pas, je pense que ça serait Après, est-ce que ça dépend le temps, la frame Hmm. temporelle, mais ouais, j'aimerais savoir qu'ils m'expliquent où est-ce que ça a merdé, Ok. comment on aurait pu changer ça. Mhm. Est-ce qu'on est toujours en vie? Ouais. Est-ce que l'humain est toujours en vie? Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'en soi, en fait, notre planète, elle devrait s'en sortir. C'est plus l'humanité qui. Oui, on finira dans un gros Big Bang dans quelques millions d'années, c'est tout. Voilà. Quel est ton premier souvenir? Je pense que alors, j'ai été plutôt élevée par ma grand-mère maternelle quand j'étais Mhm. petite et je me rappelle
Euh, je me rappelle qu'elle avait... Et c'est un souvenir très précis parce que genre, je pense que ça m'a un peu marqué et c'est la première fois où elle m'a vraiment engueulée. Mhm. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'avais une caisse entière de ce que j'appelle, qui fait très rire mes potes, des petits sujets. Donc, D'accord. c'est des petits personnages, on va Mhm. dire. Mais j'avais une caisse entière et j'avais tout vidé dans mon bain. Et ma grand-mère, elle m'avait défoncé. Et je pense que c'est mon premier souvenir où je la revois encore, genre, paix à son âme, qui me dit, c'est genre, voilà, elle m'a sorti, elle m'a collé une fessée, elle m'a dit, tu fais plus jamais ça. Et genre, ouais, et je devais avoir 3-4 ans, je Mais pense. pourquoi ça avait fait déborder la baignoire et ça avait. Ouais, j'avais foutu de l'eau partout. Ouais, ça avait Ouais, foutu de l'eau c'était... partout. Et puis oui, c'est... c'est sûr que c'était une grosse caisse, tout Mm. récupéré, tout séché, tout. Ouais, Ouais. donc voilà, c'est un peu mon premier souvenir. Ok. Si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce? En fait, ça me fait penser à partir en rando. Qu'est-ce que tu prends dans ton sac à dos? Ce que j'ai fait. Eh ben écoute, si ça t'aide à répondre à la question de l'aborder comme ça, vas-y. Franchement, je dirais du pain, Mhm. du fromage Ok, et des tomates. ok, très bien. Tu vois, je peux me nourrir de ça, il n'y a pas de souci. C'est efficace. Mm. Alors quel fromage? Si on réduit et qu'on dit que tu n'as plus le droit qu'à un seul fromage. De la tome. Ok. J'étais dans les Pyrénées et j'ai vécu ma meilleure vie pendant les vacances. Voilà, on a vécu de bière, de pain et de fromage, c'était génial. Et toi? Alors, je compte pas l'ail, parce que l'ail c'est un condiment. Parce que sinon l'ail en fait partie. Il y aurait du riz, clairement, parce que je mange beaucoup beaucoup de riz. Probablement les aubergines. Parce que c'est probablement mon légume préféré. Et potentiellement le fromage aussi. Après, fromage et riz, j'aime pas du tout ce mélange. Ouais. Et, et fromage sans pain, c'est compliqué. Mais non, mais tu vois, si tu fais rôtir tes aubergines, une petite feta par-dessus, Ouais. c'est quand même. Ouais, Avec c'est un peu pour de ça riz, que j'ai c'est du quand mal à même, être vegan. c'est quand même pas mal. Ou même un petit fromage blanc, tu vois. Donc, ouais, je pense, Mm. riz, aubergine et fromage, ça me semble être un combo C'est équilibré. qui peut fonctionner. Ouais, de fou. Bah, pour le coup, je suis omni, mais je suis vraiment omni je suis plus souvent omni par flemme parce Mhm. que là où j'habite, à 3h du mat, ce qu'il y a d'ouvert, c'est des trucs Bah ouais. que vraiment par plaisir. Enfin, je prends autant de plaisir si ce n'est plus, à me cuisiner un truc végétarien, voire vegan, qu'un truc carné. Donc ouais, j'aurais pas du tout de mal à me passer de la viande si vraiment j'avais pas le choix. Et donc ouais, on va faire équilibré. Ouais. Le fromage est un peu gras. Oui. Et en vrai, il y a des kilotonnes d'ail derrière que j'ai décidé de ne pas. C'est surtout l'ail en fait qui est Tu n'es pas un important. vampire du coup. Non. Ou alors je suis un vampire qui a réussi à vaincre Mm. cette malédiction, parce que j'aime bien la musique qui s'écoute dans des cryptes Ouais. tard la nuit, mais ouais, non, si l'ail est vraiment. Si là, il y a vraiment un problème pour les vampires, alors je ne suis définitivement pas un vampire. Qu'est-ce qui, selon toi, est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans? Euh, Bah, c'est une question que j'ai pas vraiment envie de me poser maintenant parce que vu l'actualité Mhm. dans le monde, il y a plein de choses qui me font extrêmement peur. Ouais. Genre, typiquement, moi j'ai des amis aux États-Unis, des femmes du coup qui font des marches parce que là-bas tout est en train de reculer. Et j'ai tellement peur que typiquement les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, qu'il y a plus recul. Mhm. Et, euh, et en fait, j'ai pas l'impression. La lutte est dure et j'espère que ça va pas changer. Mhm. Et en même temps, j'ai très peur Ouais. là-dessus. Donc, j'espère que ce sera pas ça. J'espère que la réponse sera Ouais. pas ça. Et alors, Mais c'est la chose à laquelle je pense quand Bien tu sûr, me dis ouais. cette question-là. Ouais. Et pour être dans ce cas-là, pour te donner peut-être un peu plus envie de répondre, qu'est-ce qui est légal maintenant, mais que tu souhaites ne le sera plus dans 20 ans? Manger des animaux.
Non, enfin, pas forcément manger les animaux, mais genre l'élevage intensif. Alors ça, ouais. C'est vraiment la chose qu'il faut arrêter, quoi. C'est Ça bousille tout. Guillaume Scaillet de Sorcerer Mhm. qui avait eu une réponse à peu près Ouais. similaire. Quelle est la chose qui t'énerve instantanément? La mauvaise foi. Ok. La mauvaise foi des gens. Ah, mais la mauvaise foi, ouais, si. J'allais dire la mauvaise foi, en fait, c'est un truc que tu perçois sur un temps un peu. Mm. Tu peux pas le percevoir dès que la personne te dit bonjour. Donc, est-ce que c'est instantanément? Ouais, ouais, ce qui m'énerve, c'est les gens qui pensent toujours avoir raison, qui se remettent pas en question et qui sont bornés. Ça, Mhm. c'est quelque chose qui m'énerve genre, instantanément. Je suis en mode genre, ok, en fait, je peux te dire ce que je veux, même si moi je suis prête à aller dans le dialogue avec toi. Mhm. Si toi t'es pas ouvert à ça, et typiquement, j'ai l'impression d'être une personne très sensible là-dessus et d'arriver à capter un peu les gens. Et genre, c'est typiquement un truc où maintenant je prends plus de temps pour Ouais. ce genre de choses. Ok, ouais. Mais ouais. La mauvaise foi des gens. Mm. Si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, lequel choisirais-tu? Bah, je pense que je vais essayer de faire une moyenne de ce que j'ai déjà vécu parce que j'ai pas encore la suite. Mais Mhm. franchement, je pense que une des meilleures années, c'était peut-être juste avant le Covid. Mhm. On était encore un peu innocents, je trouve. Ok, Enfin, j'étais encore ouais. un peu innocente. Et j'étais dans ma fin de vingtaine. Mhm. Et je trouve que la trentaine, c'est vraiment la meilleure période. Ok. Parce qu'en fait, tu réalises enfin tes rêves, tes potes, ils réalisent leurs trucs. T'es plutôt à l'aise financièrement, tu peux faire des trucs. Et en fait, tu te sens vraiment adulte. Et du coup, t'es sûr de la plupart de tes choix. Mhm. Donc je pense que là, cette période-là, enfin moi j'adore. Et pourtant il y a plein de doutes et tu te remets Mhm. encore plein de fois en question. Mais je pense que ça c'est l'humain est comme ça. Oui. Et donc ouais, je dirais 30, 31, c'était bien. Même si Ok. j'ai pas l'impression d'être partie vraiment de cette période-là, mais ouais, Mais donc tu poursuivrais les 30-31 jusqu'à ouais, la... ouais, c'est vraiment la fast life en ce moment. Quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait? Eh ben un t-shirt de Nirvana. C'est bien, c'était répondu rapidement. Et alors, la question, je ne l'ai pas encore ajoutée, mais elle va bientôt rejoindre la boîte. Quel est le pire cadeau que tu aies fait? J'ai offert un hamster à mon frère. Ah, c'était une mauvaise idée? Ouais, parce elle était pleine. Du coup, on s'est retrouvés avec 18 hamsters à la maison. Ah ouais, ouais, mais ouais, non, si, ouais, pire cadeau, ouais, Ouais. c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais, mon petit frère venait de perdre son hamster. Et du coup, j'ai été. Ce que je ne ferai plus maintenant, parce que je n'achète plus d'animaux. Bien sûr. Je ne cautionne pas ça. Et j'avais 18 ans, 17 ans, un truc comme ça. Mhm. Et du coup, j'étais à une animalerie random à Paris. J'ai pris un petit hamster parce qu'il était trop triste, machin. J'arrive et genre quelques semaines après, mon père, il vient me voir, il me fait il y a 10 hamsters. Ouais. Voilà. Et ensuite, il faut les séparer, les mâles, les femelles, machin. Donc en fait, Ouais. on avait un HLM de cage chez mes parents. Voilà, je pense que c'est le pire cadeau. Ouais, parce que sinon tu te retrouves avec encore plus de Ouais. hamsters, encore plus de hamsters, et d'accord. Et toi, pire cadeau? Le pire cadeau que j'ai fait? Ouais. Euh... C'est un truc, c'est pas le pire cadeau que j'ai fait, mais c'est un truc que je referais pas, je pense. Est-ce que c'est ça? Parce que c'est aussi un peu ma réponse à la question quelle est la chose la plus folle que j'ai faite par amour. Mais c'est le truc qui me vient en tête. C'était ma toute première copine, je devais avoir 18 ans, j'étais tout jeune. Et on s'était embrouillé un week-end. Et un jour, ça m'avait fait beaucoup de mal, donc j'avais écrit une lettre que j'avais ensuite réécrite sur plein de petits post-it en forme de cœur. Et je m'étais ramené chez elle pendant qu'elle était en cours pour lui mettre ses post-it sur la porte d'entrée de chez elle avec un bouquet de fleurs. Et en soi, elle l'avait super bien vécu. Elle avait été
est grave touché par ça et on était tous les deux. Enfin, ça nous avait vraiment, ça avait mené vraiment à de beaux moments entre tous les deux. Mais en fait, avec le recul, je trouve ça très invasif. Et je crois qu'aujourd'hui, on me ferait ça, par exemple, je serais pas du tout à l'aise, quoi. Et je dirais, non, enfin, parce qu'en plus de ça, juste après une engueulade, tout ça, il y a un peu un côté, comme dirait Gucci Mane, je sais où t'habites et je sais quand tu dors, quoi. Donc ouais, je pense que c'est peut-être pas le pire cadeau que j'ai fait, mais clairement, je le referais pas et j'essaye de réfléchir à des trucs vraiment, vraiment éclatés que j'ai fait, mais faisant très très peu de cadeaux, et je m'enlève et Pas ne de faisant, risque. en fait, ne faisant des cadeaux que quand je me dis ah mais ça c'est une super idée pour cette personne, ou alors lui offrant ce dont elle a envie et ce qu'elle me dit qu'elle a envie, c'est un risque que j'ai pas trop. Les Secret Santa. Ah ouais, ouais. Non, mais justement, même moi, les Secret Santa, je me donne un peu de mal et tout. Ouais. Surtout quand tu connais la personne, moi je trouve ça Ouais. hyper bien. Tu vois, l'année dernière, j'étais tombée sur un pote qui est astrophysicien. Ok. Et en fait, à chaque fois qu'on est en soirée, il dit les gens, il parle de son boulot. Enfin, il dit, je suis astrophysicien. Et les gens, ils disent, ah, mais du coup, tu dois bien connaître l'astrologie. Ah ouais. Et du coup, je lui ai acheté la Bible de l'astrologie pour apprendre à lire les lignes de la main et tout. Voilà. C'est très bien. Mais ouais, bah non, tu vois, moi, les Secret Santa, mon go-to, vraiment, pour les Secret Santa, c'est de fabriquer des vides-poches en vinyle. Ah, En yes. plus, c'est super simple à tu les faire. mets dans quoi. le four. Exactement, ouais. Et puis tu les aplatis un peu. Tu vois, tu chopes les vinyles dans les bacs à 1,50 € dans c'est les une trop bonne Emmaüs idée. et tout. Et franchement, à chaque fois, ça fait très plaisir. Et puis, chaque fois que je suis retourné chez des gens à qui je l'avais offert, ils l'avaient dans l'entrée. Et tout, Trop bien. ils mettaient leur monnaie, leurs clés, tout ça. Donc ouais. En revanche, j'ai déjà fait des cadeaux pour des Secret Santa. Et la distribution, c'était suffisamment mal passé parce que c'était un Secret Santa où les gens n'avaient pas été désignés. Tu ne devais pas faire deux cadeaux pour cette personne, dur, tu devais ça. apporter un cadeau. Et la distribution, c'était suffisamment mal passé pour que je n'ai pas de cadeau à la fin. Et donc j'avais un peu le seum. Ouais, tu m'étonnes. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter? Oh là, non, je suis très je sais pas du tout imiter les gens. Genre, non, Ok. pas du tout. Et toi? Écoute, je vais te le faire et tu vas me dire si tu le reconnais. Alors, en 1976, il y a ce les bon Sex Philippe. Pistols. Voilà. Je le fais mieux avec deux ouais. bières dans le Sacré zen Philippe. et une paire de Wayfarers. Qui dit que le rock est mort, alors que bon, pour le moment, il se porte bien. La preuve en Mais est. il a dit tellement de bêtises, lui. Enfin, il y a rien qu'à lire un de ses premiers articles sur AC/DC et Queen. Donc tu vois qu'il retourne sa veste. Enfin, il va dans le sens du vent. Et pareil, je crois que c'est quand Metallica avait sorti Load, qu'ils avaient dit que il avait titré le métal est mort, alors que c'est le meilleur album de Metallica. Donc. Ouais. Mais il parle toujours des mêmes groupes en plus. Ah oui, oui, oui. C'est Quel est le pire fashion faux pas pour toi? Crocs. Les Crocs. Et pourtant, c'est devenu un truc un peu fashion maintenant. Non, mais tu veux que je te raconte une histoire très drôle? Genre, l'année dernière, j'ai fait plusieurs dates avec Birds in Row, parce que c'est des copains. Mhm. Et Quentin Sauvé, donc le bassiste, a des Birkenstock. Ok. Et en fait, Bart se foutait tout le temps de sa gueule en disant Quentin, il est en Birk. Et qu'est-ce que je vois 2 jours après sur Instagram? Bart qui s'est acheté des Crocs camouflage. J'étais en mode genre, c'est pas possible. On ne peut pas se moquer des Un jour, Birks. j'espère que tu auras Bart en podcast. Et tu lui parleras de je ses lui Crocs. poserai la question des Crocs. Des Crocs camo. Parce que la Camouflage. combinaison Crocs plus camouflage, c'est particulier. S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu? Pas de loi. Qu'est-ce que je pourrais faire d'illégal? J'ai pas de... Je sais pas. Et toi? T'as une idée? Ah, le super sonore vient de s'effondrer. On vient de se faire écraser la gueule. Je pense que il y aurait soit réquisition des appartements, des appartements vides, grave. tu vois. Mais ça, ce serait limite plus si je pouvais ajouter une loi. Qu'est-ce que je ferais? Non, je pense que je ferais des concerts sauvages tout le temps dans la rue, tout le temps des concerts dans la rue et des concerts bien vénères, parce que je pense que je suis notamment un peu marqué par c'est
pas le concert qui m'a le plus marqué de ma vie, mais c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. C'était I Hate God dans la rue pour la fête de la musique organisée par les Stone Gatherings. Mais plus Ouais. la musique, ça doit ressembler à ça en fait. Ça doit être 400 pélos, mais complètement surexcités, des mecs qui slament des camions et tout. Enfin, et I Hate God qui délivre 1h30 de sludge hardcore ultra rapide pour la rapidité de leurs morceaux habituels et c'était fou. Et j'aimerais vivre ça tous les jours ça de l'année. C'était juste devant Feu l'UFO. Ah ouais. J'ai vu Perturbator comme ça une fois aussi. C'était l'année juste avant c'était le bordel. La défaite de la musique. Ouais. Il y avait eu la date avec Perturbator et Worst Doubt, je crois justement la première mouture de Worst Doubt, et ça avait bien marché. Et donc ce coup-ci, ils avaient fait appel aux Stone Gatherings et ils avaient ramené, mais l'affiche était zinzin. Je crois qu'il y avait Son of Otis, il y avait Dope Throne et il y avait I Hate God, et c'était en plus un long concert quoi. Je crois qu'ils ont joué bien 1h30. Ouais. Et on n'en pouvait plus à la fin quoi. Moi je me souviens que j'ai passé le concert à me mettre sur le côté en disant vas-y, je souffle un coup, je me prends une bière, oh putain j'adore ce morceau, et à repartir dans le pit, à repartir essayer de choper le micro. Donc je veux plus de concerts comme ça. Donc s'il n'y avait pas de loi, je ferais des concerts sauvages, mais constamment. Surtout qu'on a bien pris un coup après le Covid où on ne pouvait plus aller à des concerts. Je me rappelle, on a fait du coup, le Sonic, on a fait des concerts sur la terrasse du Trabendo, parce que le Sonic était fermé, donc on a trouvé une solution pour faire continuer à juste réécouter de la musique. Et on avait fait un concert de Pogo Car Crash Control. Oui. Et c'était un bordel. La terrasse de Trabendo, c'était autour de 300 personnes. Ouais. Les gens, ils escaladaient les barricades. On s'est retrouvés avec surdosé de gens. Et c'était vraiment c'était wild quoi. Là il y a plus de règles. C'était les gestes barrières n'étaient pas respectés. Ah non, il y avait plus de gestes barrières, il y avait même plus de barrières. T'est-il déjà arrivé un événement que tu estimais mauvais au début et qui est devenu positif? Je pense que me retrouver en cours de bio en fait. Typiquement c'était vraiment la période de ma vie où je me disais mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et genre c'est pas un événement parce que c'est une grosse période de temps. Et en fait c'était hyper formateur parce que je me suis dit ok, c'est exactement pas ce que je veux, je sais ce que je veux pas faire dans ma vie, c'est ça. Et ça s'est avéré positif parce que grâce à ça j'ai pu mettre de l'argent de côté, payer ma formation à l'IMM, et en fait et aller bosser au Stade de France pendant la période de pandémie, parce que j'ai bossé je me faisais tellement chier que j'étais bossé au Stade de France pendant 3 mois pour vacciner pour faire les au début j'étais en mode de vaccin et tout, et puis au final comme c'était organisé, c'était au Stade de France, donc c'est le plus gros vaccinodrome. J'habite juste à côté, c'est là que je me suis fait vacciner. C'était peut-être moi. Mais du coup, j'ai pas resté longtemps à faire des vaccins parce qu'en fait, c'était très mal organisé. C'était dans le feu. Et en fait, c'était que des gens qui bossaient à côté. Donc, t'avais les médecins, les infirmiers, les pompiers, les machins, les trucs. Et en fait, personne savait quand les gens y venaient. Genre, le programme... le programme était horrible. Et du coup, moi, j'ai commencé j'étais dans une section, j'ai commencé à faire des tableaux d'organisation pour tout le monde. Et ce que je fais quand je book des groupes au final. Bien sûr, Et en fait, la direction a dit allez hop, on l'enlève au vaccin, des vaccins. Et du coup, je gérais les plannings de tout le monde, j'appelais les médecins et tout ça. J'ai du booking de médecins. Donc la pire période de ma vie m'a appris à me dire genre en mode en fait, ça sert à quelque chose. Et c'est marrant ce que tu me racontes, parce que justement moi comme je viens de le dire, j'habite juste à côté, donc c'est là que je me suis fait vacciner sur les 2 doses, et à chaque fois j'ai été moins la deuxième fois, mais la première fois j'avais été genre vraiment super agréablement surpris, parce que je m'étais dit ça va être un bordel pas possible, il y aura pas moyen d'avancer, je vais attendre 3 heures, ce sera pas clair, tout ça. Et en vrai j'ai dû mettre mes 45 minutes entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis sorti, et j'avais trouvé ça mais vraiment super bien organisé, quoi, super clair, super... c'est la phase visible de l'iceberg, parce que je peux te dire que même le site d'enregistrement... je dénonce le site maintenant, mais le site d'enregistrement des vaccins, il plantait toutes les 5 minutes, c'était un enfer. Ça je me souviens en revanche. Genre franchement, c'était très compliqué.
Mais voilà. Le truc cher le plus inutile que tu aies acheté. Bah, alors, j'adore les plantes. Ok. J'adore les plantes exotiques. Donc, du coup, j'achète des plantes chères, rares, que je fais pousser chez moi. Mais c'est inutile, c'est juste décoratif. Que tu maintiens. Oui, que je maintiens, ouais. Tu ne les tues pas pour autant. Non. Mais oui, c'est un caprice. Après, oui. Ouais, après, je trouve que c'est quand même un peu un investissement sur ton espace vital et ton espace personnel, tu vois. Donc, là où, je ne citerai pas le nom, mais la paire de tongs Nothing. Ah, bon, la fameuse. Voilà, voilà quoi, tu vois. Elle donne du travail avec Clara Griot. Elle a rentabilisé sa paire, je peux te le dire. C'est vrai que vu comme ça, elle vient de sortir un clip hier. Oui, en plus pour eux, donc c'est vrai que c'est finalement pas si inutile la paire de tongs non plus. Mais ouais, non, pas d'autre idée à part les plantes. Ouais, non. Après, non. Les vinyles, je pense que c'est très utile. Oui, ouais. Et sans vouloir faire de jugement à la hâte, j'ai pas l'impression que tu aies une garde-robe très coûteuse. Non, et en plus, on fait les fripes du Supersonic. Ok, donc. Non, je suis pas quelqu'un de matériel. Pas du tout. Il y a eu juste ça. Alors, c'est l'avant-dernière que je tire. Quelle chose aimes-tu observer chez les gens ? Là, pour le coup, j'aime bien, quand je suis en concert, j'aime bien regarder comment les gens réagissent à la musique. Et j'ai trouvé, en fait, on reste toujours dans le spectre musical, mais c'est vrai que les dernières sessions du Post in Paris, les dernières éditions, je suis souvent sur le côté de la scène. Et du coup, je regarde le groupe interagir avec son public, et c'est quelque chose d'être de l'autre côté et de voir les gens être dans leur truc, kiffer, chanter, se taper dessus même. En fait, j'adore, je trouve ça c'est exaltant de se dire putain, on a bossé quand même 1 an sur ce projet-là, et les gens, ils vivent leur meilleur concert, et la plupart du temps, on a eu de très très beaux concerts au Post, notamment Bird cette année, c'était incroyable. Je les ai vus 40 fois, et essayant d'être objective au maximum, c'était pour moi le meilleur concert que j'ai vu d'eux. Et Bruit qu'on a eu aussi l'année précédente. J'ai beaucoup entendu parler de ce concert. C'était incroyable. Et là, les gens, ils étaient... Enfin, tu sentais la pression dans la salle, et la chaleur aussi. Parce qu'il faisait extrêmement chaud. Oui, j'en ai entendu parler que ça avait complètement flingué la clim. Que ça avait fait sauter la clim, ce concert. Et on en a finalement assez peu parlé dans la partie présentation. Et qu'est-ce que ça représente comme charge de travail pour toi, le Post in Paris, en fait? Quelles sont toutes les étapes pour un Post in Paris? En fait, il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a le côté programmation, aller voir les groupes, mais c'est le côté le plus agréable du festival, on va dire. Après, il y a tout le côté administration, le côté technique, où il faut mettre des ronds dans des carrés pour être sûr que tout le monde veut bien utiliser le matériel de chacun, les changements de plateau, machin. Là, l'année dernière, c'était mon collègue Quentin qui s'en occupait. Cette année, ça va être à moi de le faire. Donc, je pense que ça va être un gros Tetris. Mais après, c'est genre juste l'attente, les réponses qui viennent pas, valider les salles, les salles valident pas, les groupes sautent. J'étais censée avoir un groupe incroyable. Je peux le dire maintenant parce que comme ça, personne me fait chier parce que j'ai vendu le truc. J'étais censée avoir Oliphone l'année prochaine, un groupe que j'adore. Ça fait 4 ans que je suis sur le dossier. Ils se devaient être en tournée l'année prochaine, et en fait, ils partent en studio. Donc en fait, j'ai un peu dit à tout le monde, ouais, j'aurai Oliphone. Non, il n'y a pas Oliphone. Donc du coup, ça m'a appris aussi à fermer ma gueule. Bah, s'ils partent en studio, peut-être que l'année suivante ou l'année encore après. Ce n'est que partir juste pour 2025. Mais après, oui, c'est du taf. En fait, c'est toujours dans ta tête, parce que c'est le projet, c'est vraiment le projet pour lequel je m'investis plus dans ma vie. Mais sinon, après, j'ai la chance de pouvoir le bosser aussi au quotidien, en fait. C'est vraiment en parallèle de tout le travail que je fais au Supersonic, où je suis en Take Me Out. Donc, je trouve que c'est une chance de pouvoir bosser là-dessus, d'être payé pour le faire. Et par exemple, donc ça a lieu à peu près au printemps,
Si Ouais. je dis pas de bêtises, c'est en mai, c'est ça C'est entre, entre mai et là juin, c'est mi-mai, là c'est ouais. 18-19 mai, Ok. c'est l'année prochaine. Et une fois une édition passée, tu mets combien de temps avant de te mettre sur l'édition précédente? Bah, généralement, en fait, les têtes d'affiche, tu commences à les booker limite à l'été, en fait. Ok. L'été qui est suivant. Là, j'ai quasiment toute ma programmation déjà. Mhm. Et je suis en train de voir si on peut rajouter des bateaux pour Ok. agrandir, mettre d'autres scènes. Donc là, ça, c'est un peu le projet actuel. Ce serait d'avoir la Dame de Canton, Plus un autre le bateau. bateau phare. Peut-être, potentiellement. Ils sont en travaux, donc on verra. Parce que là, vous êtes au petit bain. Ouais. Ok. Et donc oui, c'est les têtes d'affiche se bookent quand même rapidement, sachant que tout ce qui va être les groupes étrangers, en fait, l'avantage avec le post-rock, c'est que moi, je me suis calée entre d'autres festivals. Donc t'as le Dunk en Belgique, qui est Ok. quand même le gros festival du genre. T'as le Portals à Londres et t'as le Colossal Fest qui est à Copenhague. Ok. Donc en fait, tous les groupes un peu étrangers, ils viennent sur 15 jours Mhm. et ils strike. Ils sont en Europe toutes sur les- cette période. ouais. Donc c'est pour ça aussi que c'est à cette période-là. C'est plus simple que de faire des one-shots. La dernière que je tire. Bon, alors je vais la poser, mais ce sera pas la dernière parce elle est pas géniale pour finir. Quel est le film qui n'aurait pas dû avoir de suite? Franchement, Jumanji. Hein. Il y a eu une suite à Jumanji? Ouais, il y a eu un truc horrible qui est sorti, je crois, il y a quelques années. Ils ont fait un... Ah oui, oui, le truc avec The Rock et Ouais, Kevin Hart et ouais, tout ça. Ouais, c'est un reboot. ouais. Mais C'est enfin, un- tous ces films des années 90 ne devraient pas avoir de Ne suite. devrait pas être Non, rebooté on ne touche pas la magie. de Mm. Jumanji. On va finir avec si tu devais te décrire en 5 mots. 5, ça fait beaucoup. Hein. C'est pas forcément des adjectifs, hein, c'est 5 mots. Je pense pas, je suis personne passionnée et attentive au monde autour de moi. Un peu weirdo et patiente, je dirais. Waouh, c'est dur. Plus qu'un. Je sais pas, je dirais peut-être contre-courant, mais ça reste peut-être plus du côté de weirdo. Un peu, ouais. Fêtarde, en vrai. Ok. On va pas se mentir. Hein. En fait, j'ai réfléchi à ce que mes potes pourraient dire de moi. Ouais. Fêtarde, ça serait. Ouais, tu sais, pas dormir, tout ça. Oui. Et ben écoute, c'était la dernière que je tirais. Tu peux à ton tour en piocher 3 Ok. pour me les poser. Allez, le bingo. Exactement, ouais. Est-ce que t'as déjà tout. Ils sont tombés sur toutes les questions? Non, mais il y en a sur lesquelles je suis beaucoup tombé. Donc peut-être que certaines, je te dirais, ouais, on passe. Elle est marrante, celle-là. La pire phrase de drague qu'on t'ait lancée. Ah. Après, tu vois, étant un homme cis, je me fais assez peu draguer. Et surtout, je pense que la grosse différence, c'est que je pense que je ne me suis jamais fait draguer pour le seul, à partir d'une seule attirance physique. Que les personnes qui ont pu me draguer m'ont dragué pour aussi parce qu'elles aimaient ma personnalité, ce genre de choses. Ce qui fait que finalement, j'ai pas vraiment de phrase de drague qui m'est vraiment de tentative de drague qui m'a un peu qui m'est vraiment mise mal à l'aise ou ce genre de choses. Donc ouais, en vrai j'ai rien de fou qui me vient en tête, quoi. Moi, le pire truc qu'on m'ait dit, c'est genre j'adore les Pokémon, j'aimerais bien que tu sois dans mon Pokédex. Voilà. Ouais, c'est pas fou. Et j'étais en mode genre, ok, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et on te l'a dit par message ou on te l'a dit en direct? Ah non, on me l'a dit dans un bar. Ok, en mode genre, what d'accord. the fuck. Au moins, c'est une personne qui a le mérite d'aller dire les choses en face. Ah bah c'est sûr. Ouais. Si tu pouvais exercer n'importe quel métier, lequel choisirais-tu? Ah ouais, si je serais réalisateur de films. Je serais cinéaste, quoi. Enfin, je ferais des... Parce que c'est... je crois que...
Je pense que en vrai de vrai, même si la musique a une place très importante dans ma vie, l'art qui me touche le plus, ça reste le cinéma. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup et ça m'arrive très souvent de m'imaginer des films que j'aimerais réaliser dans ma tête. Et bon, bah, j'ai pas pris cette direction. Tu vois, j'ai jamais fait d'études de cinéma ou Ouais. envisagé de faire des études de cinéma. Alors après, il semblerait que on pousse un enfant à faire des études de cinéma quand à 11 ans, il demande une caméra et il commence à Ouais. filmer tout ce qu'il y a autour de lui. Je suis pas persuadé de ça, mais donc ouais, je pense que le métier de mes rêves, le métier fantasmé, c'est vraiment réalisateur de films. Euh, parce que c'est un des trucs que je préfère faire. Enfin, faire, non, justement, ça se trouve, je détesterais ça, hein. Ouais. Ça se trouve, je me retrouverais sur un plateau à devoir diriger des comédiens, tout ça, je serais très, très mauvais. Mais c'est vrai que ouais, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait fantasmer. Je pense qu'on est tous à se le dire, genre, ah, si demain je gagne 200 millions au loto, je fais ça, ça et ça. Je pense sincèrement que je monte un studio une boîte de prod Ok. de cinématographique pour me casser les gueules parce que je connais personne dans ce milieu et que c'est un milieu qui est archi clos, hein, Ouais, puis mais il faut tellement de gens sur les enfin, que je compare ça à l'industrie de la musique. ouais. Genre, nous, tu vois, on a souvent des tournages ici et tout, et genre, c'est vrai que c'est une fourmilière, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Genre, il y a 4 assistants pour faire 4 choses différentes. Genre, mais ouais. Moi, je trouve je suis assez sensible aussi au cinéma et il y a des réalisateurs comme ça qui me passionnent et la façon dont ils ont. Un de mes réalisateurs préférés, c'est Tarkovsky. Ouais. Et je trouve ça, il est mort pour son art parce que Ouais, ouais, ouais. il a été intoxiqué par des métaux lourds pendant un de ses films. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est très sensible. Je pense qu'il. Enfin, Il est pas mort alors qu'il montait un de ses films d'ailleurs. Stalker. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. En fait, il a tourné 2 fois. Il Mm. est retourné 2 fois sur les mêmes scènes du truc et c'était genre radioactif, quoi. Ouais, ok, ouais. Et il en est mort quelques années après à cause de ça. Et ouais, je comprends. Et toi, si tu pouvais exercer n'importe quel métier? Moi, je pense que je serais océanographe. Ok, ouais. Parce que c'est quelque chose que. Ça tue. Ouais, c'est un truc que pareil, je fantasme depuis que je suis petite. Et en Ouais. fait, le fait de pas pouvoir faire des études très longues parce que je devais m'occuper de moi-même, Mhm. j'aurais adoré passer, être payé à rien, payé à faire des études de 10 ans pour aller, je sais pas. Sur une algue. Ouais, sur les algues. Et moi, j'étais passionnée de mammifères marins quand j'étais Ouais. petite et tout. Je suis plongeuse aussi. Ok, Et d'accord. du coup, ouais, c'est un truc qui m'aurait plu. Et c'était pour ça que tu t'étais dirigé vers la bio Ouais. À la après base, ton, ouais. ok. Ouais, ouais. Je voulais Mais- étudier la microbiologie marine. En fait, c'était ça mon D'accord. but. Mais c'est 10 ans d'études. Mais c'est vrai que ça a grave de la gueule. Ouais. Ça, Mais ça tue c'est comme un métier. appelé pour des milliers de candidatures, quoi. Ouais. Demandes-tu facilement de l'aide? Non. Pareil. On va peut-être j'ai une dernière. Allez, c'est Non, trop glauque. j'ai énormément de problèmes avec ça. Et tu vois, là, il se passe des choses dans ma vie qui font que je me dis, vas-y, monte un projet musical. Ça fait 8 ans que tu as envie de ça et que tu le fais pas. J'ai déjà plein de morceaux de prêt et j'ose pas demander à des gens pour chercher des membres ou ce genre de choses, tu vois. Parce que je suis pas sûr de ce que je fais. Donc j'ai un peu du mal. Je m'améliore, mais j'ai un peu du mal. Ouais, je suis un peu pareil. Moi, c'est toujours mon côté un peu mougli à attendre la dernière Ouais. minute avant de faire quelque chose. Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages? Ah. Euh, alors, pas les États-Unis, parce que je suis juste allé à New York et que New York c'est une ville européenne en fait. Enfin, Ouais. c'était pas. C'est très. En fait, c'est très très proche, mais je crois que c'est la Belgique. Ah ouais. J'adore la Belgique en fait. J'adore Bruxelles, j'adore Bruges. T'adores les Belges aussi. J'adore les Belges Ouais, et les frites. et les frites et les bières. Et ouais, tu vois, c'est un peu là où c'est un des pays où je me verrais y vivre. Mm. En fait, si je devais déménager pour une raison. Après, je suis très très bien à Paris. J'ai pas Ouais. forcément envie de bouger. L'Irlande aussi. Alors, pour le coup, si on adore les Belges, les Irlandais, c'est fois 1000. Enfin, c'est vraiment des gens, mais
exceptionnel. Et c'est un peu dommage que cette question tombe maintenant parce que on est mercredi, donc après-demain, je pars pour un week-end en Albanie. Ah. Et donc peut-être que ça se trouve, ça va être celui-là. Ça se trouve, ça va être l'Albanie. Je pourrais pas, je pourrais pas le dire. Mais ouais, non, je pense que soit l'Irlande, soit la Belgique, parce que c'est peut-être les pays aussi où j'ai le plus bougé. Ouais. Tu vois, je suis allé plein de fois à Berlin. Enfin, je suis allé 2 fois à Berlin, on va se calmer, mais c'est pas Berlin c'est pas l'Allemagne qui m'a marqué, c'est Berlin, et c'est deux choses assez différentes, quoi. C'est comme pour la France et Paris, quoi. Ouais, donc ouais, je dirais soit la Belgique, soit l'Irlande. Et toi ? Moi je pense que en bien et et en mal, ça doit être les États-Unis, parce que c'était vraiment pour moi un rêve de pouvoir voyager là-bas quand j'étais ado. Et le fait d'avoir passé quand même tous mes hivers pendant 4 ou 5 ans à Chicago. Ok. Parce que c'était là-bas qu'Ilana était basée. Et c'était, en fait, maintenant, je pense que je détesterais vivre aux États-Unis, mais à l'époque, c'était vraiment un nouveau monde, tu vois, pour moi, française et tout. Donc, je pense que le voyage qui m'a le plus marqué, c'est tous les voyages que j'ai fait aux États-Unis pour rejoindre le groupe et parce qu'après j'ai fait des road trips aussi là-bas, et c'était trop bien, quoi. C'était vraiment Jack Kerouac sur la route, quoi. C'était trop bien. Parce que quand t'es parti en tournée avec eux, vous êtes passé par où ? On a tout quadrillé, hein. On a fait quasiment toutes les grandes villes. Je pense que la seule ville que j'ai pas fait, la grande ville que j'ai pas fait aux États-Unis, c'est San Francisco. Je suis jamais allé à San Francisco, mais sinon tout le reste, des bleds pourris, des trucs aux grandes villes, c'était incroyable. Très bien. Eh ben écoute, Tiffany, c'était la dernière question. Donc je te remercie encore pour ta participation et puis pour m'avoir accueilli dans tes bureaux. Et puis merci à tes collègues aussi qui sont arrivés en cours d'enregistrement et qui sont très très calmes. On les entend pas et ça fait plaisir. Je vais pas trop galérer à monter et mixer. Comme je t'ai dit, il y a 2 dernières questions. La première qui est 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire. Une avec qui tu peux me mettre en contact et une où dans l'absolu tu aimerais entendre sur Aléatoire. Je vais commencer par celle qui est quasiment impossible à avoir, mais genre moi, il y a quelqu'un qui m'intrigue et avec qui j'aimerais à la fois discuter et en même temps je serais terrifiée. C'est Thom Yorke. Parce que Radiohead est un de mes groupes préférés du monde, et je pense que c'est quelqu'un qui est très intéressant sur tellement de sujets que j'adorerais pouvoir avoir une discussion avec lui, mais genre en mode comme s'il n'était pas dans Radiohead, en fait, comme si c'était un humain normal. Et il est bien perché quand même, apparemment. Oui. Mais je dirais Thom Yorke. Si demain je le veux rencontrer et écouter un de tes podcasts avec lui, ça serait trop bien. En plus, ce serait intéressant parce que non, c'est pas que j'aime pas Radiohead, c'est que Radiohead me laisse assez indifférent. Donc, mais en même temps, je sens que c'est des mecs vraiment archi créatifs et assez géniaux. C'est juste que leur musique me touche pas. Donc, je pense que justement, moi, j'aurais peut-être pas ce rapport en étant impressionné, quoi. J'aurais juste c'est un des musiciens les plus talentueux, qui a le plus de succès, mais en même temps ça me touche pas, donc vas-y, viens, on discute, on va voir. Mais la première invitée d'Aléatoire, Chris aka Cecilia da Colonia, m'avait dit qu'elle aurait aimé entendre Johnny Greenwood, donc faut que j'essaye d'avoir Radiohead un jour. Bon courage. Ouais. Mais c'est un peu une question qu'on se pose souvent au Sonic, parce qu'en fait on a quand même pu accueillir des musiciens qu'on adore. On a accueilli Peter Hook, juste pour la petite histoire, et à chaque fois on se dit qui serait la personne qu'on aimerait avoir mais avec qui on ne serait pas parlé. Tu vois, typiquement Aurélien, c'est Trent Reznor. Tu vois, il serait paralysé devant lui, et moi je pense que oui, ça serait Thom Yorke. Et j'ai déjà rencontré Colin Greenwood, qui était très sympa. Le bassiste, le frère de Johnny. Je savais pas qu'ils étaient frères, qu'il y avait une fratrie dans Radiohead. D'accord. Voilà. Et après, pour la personne, en fait, je pensais à Alice Acha, qui est technicienne lumière sur plusieurs tournées, qui est technicienne lumière pour Birds in Row, justement, qui a 2 projets aussi de musique à côté. Donc, il y a un groupe qui s'appelle Middle Child, et aussi son projet perso, Alice Acha, et elle joue aussi dans Panic. Et c'est une nana de la scène qui est hyper drôle,
Et je pense que ce serait une très bonne invitée pour toi. Ok. Et elle a plein d'histoires de tournée, machin. C'est quelqu'un de passionné aussi. Bah, parfait. On est passionné d'animaux marins, elle et moi. On s'est découvert une passion là-dessus. Weirdo. C'est quoi ton animal marin favori? L'orque. L'orque, ok. Petit tatou. Ah ouais. Et alors, dernière question. Où est-ce qu'on peut... donc, tu nous as donné les dates du prochain Post in Paris. Ouais. Est-ce que vous avez déjà annoncé la programmation? Non. Est-ce qu'il y a des noms que tu veux donner? Non. Ok, pas tout de suite. Ça marche. Enfin, ça dépend quand tu diffuses en vrai, mais... Je pense que là, il va pas avant 3-4 semaines. Ouais. Je peux dire que j'ai un gros groupe de posts japonais. Ok, très bien. C'est pas forcément celui avec qui on pense, mais que j'adore. D'accord. Et j'ai un groupe de Nantes aussi. D'accord. Que les gens connaissent, je pense. Il y a moyen. Ouais. Les gens de chez Frozen. Oui, ok, voilà. D'accord. Je pense que j'ai vu. Donc on peut retrouver le post sur quel réseau? Facebook, Instagram. Il y a aussi une page sur le site de Take Me Out. Mm-hmm. Et voilà, donc on annoncera tout ça sur les réseaux en temps et en heure. Et quelle est l'actualité pour Triste Ambiance? Concert le 29 novembre à l'International. Et malheureusement, l'épisode sortira après. Là, après, on va bouffer à tous les râteliers. On va jouer une fois par mois dans toutes les salles à Paris. On nous a déjà proposé des trucs parce que c'est de la discrimination positive. On est 4 nanas. On fait du scrimo. Il y en a pas beaucoup, quoi. Donc, Et vous avez un projet de démo ou d'EP Ouais, on aimerait bien enregistrer l'année prochaine, début d'année prochaine. Okay. Parce que là, on a 6 morceaux qui sont solides. Donc voilà, pour avoir de quoi peut-être démarcher, faire de la com. Voilà. Très bien. Et si on veut te retrouver toi et suivre ce que tu fais, c'est donc Darktyphus. Ouais, sur Instagram. Bah parfait. Bah écoute, voilà. merci pour tout. Et puis quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.